Des dizaines de véhicules stationnés le long des frontières de Kourémalé à Diboli, en passant par Kouri, c'est la conséquence du non-respect des normes édictées par l'UEMOA. La mesure est entrée en vigueur ce 1er avril. Cette décision des autorités de la transition vise à limiter la surcharge, source de dégradation des routes. Le Mali se dotera très bientôt d'une carte nationale hospitalière. C'est l'une des recommandations des États généraux de la santé. Les différents acteurs sous l'égide du département en charge de la santé évaluent les insuffisances de l'ancienne carte. L'arbitrage d'investissement, on en parle dans la chronique judiciaire avec Garibou Pérou. Il s'agit d'un différend qui opposerait un État et un investisseur, qu'il soit de nationalité malienne ou étrangère, par une justice privée. Nous sommes mardi 1er avril 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 20h. Nous ouvrons ce journal par l'arrivée du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, ce matin à Moscou. Il participe les 3 et 4 avril prochains à la première session des consultations AES-Russie. Une volonté commune des chefs d'État de la Confédération AES et de la Fédération de Russie de renforcer le partenariat bilatéral et le dialogue politique. Et c'est là afin de répondre aux aspirations profondes des populations de l'espace. Le rendez-vous de Moscou constitue une étape importante dans l'établissement des relations de coopération dynamique et stratégique conformément à la feuille de route de l'an 1 de la Confédération AES sous la présidence malienne. À son arrivée dans la capitale russe, le ministre Diop a été accueilli par la directrice adjointe du département de coopération avec l'Afrique au ministère russe des Affaires étrangères. Il sera rejoint par ses homologues du Burkina Faso et du Niger. A précisé que la réunion se tient sur invitation du ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Nous en reparlerons dans nos futures éditions avec nos envoyés spéciaux, Brahma Traoré et Sidiki Balo. Je vous l'annonçais, la mesure interdisant la circulation des gros porteurs hors gabarit est entrée en vigueur ce 1er avril. Pour la seule journée d'aujourd'hui, sur 369 véhicules contrôlés au niveau des frontières, 197 ont été déclarés hors normes. Cette décision des autorités de la transition est à conformité avec le règlement 14 de l'UEMOA relatif au respect des normes de gros porteurs. Elle permet aussi de limiter la surcharge, source de dégradation des routes. Le reportage de Boubacar Babintouri. La circulation des camions gros porteurs hors gabarit et hors normes n'est plus autorisée sur le territoire malien. Une décision du gouvernement exécutée par le ministère en charge des Transports qui avait accordé un délai de 3 mois aux transporteurs dont les véhicules sont hors normes. Délai qui est arrivé à expiration ce 31 mars. Nous sommes le 1er avril, premier jour de l'application de cette mesure sur toute l'étendue du territoire national. Les réseaux routiers nationaux étaient jugeant des véhicules gros porteurs dont les dimensions, c'est-à-dire les gabarits, dépassaient les normes fixées, non seulement par le règlement 14 de l'UEMOA, mais aussi par le code de la route du Mali. Aujourd'hui, sur tout le corridor routier du Mali, les postes frontaliers où il y a un bureau de transport, un bureau local de transport, accompagné de la douane, la gendarmerie et de la police, tous ces postes frontaliers ont commencé à contrôler les véhicules gros porteurs. Et tout véhicule gros porteur dont les normes ont dépassé, dont les gabarits ont dépassé les normes fixées, ont été mis, se sont chargés, son véhicule-là ont été mis à la disposition de la douane pour le dépotage. Les véhicules qui seront contrôlés hors aux normes vides seront mis à la disposition de la police et de la gendarmerie. Pour la seule journée de ce mardi, des dizaines de camions ont été bloqués au niveau des frontières, conformément aux dispositions indiquées dans les textes. Quant aux acteurs concernés, malgré les difficultés que cette mesure peut engendrer, ils sont d'avis que la loi doit être respectée. Nos gens sont déjà sur le terrain avec les agents du ministère des Transports et pour constater vraiment l'effectivité de l'application de la mesure au niveau des frontières aujourd'hui. Alors, je dois dire que nous, en tant qu'acteurs, nous allons prendre acte et suivre avec l'État, en tout cas l'évolution et l'application de la mesure. C'est une mesure communautaire, on ne peut que se soumettre.
depuis 2005, l'espace UEMOA a adopté le règlement 14 de début 2005 pour fixer les normes, les gabarits, les poids, les dimensions, etc. Mais depuis 2005, cela n'a pas pu prospérer. Parce que quand un pays commence, l'autre relâche, et ainsi de suite. Cette fois-ci, l'idée, c'est de rendre conforme les véhicules en termes de gabarit. Comme norme à respecter pour les gros porteurs dont il est question, 16,50 mètres de longueur, 2,55 mètres de largeur et 4 mètres de hauteur. S'agissant des camions frigorifiques, la longueur autorisée est de 2,60 mètres. Et les gouverneurs de région sont chargés de l'application de cette mesure. Le chef de l'exécutif régional de Caille, accompagné des responsables de la direction régionale des transports, était sur le terrain ce matin. Le général de brigade a pu constater l'effectivité de l'application de la mesure. Balkissa Sadibou Chérif Aïdara y était pour l'ORTM. Par la pose d'instruments de mesure sur quelques véhicules gros porteurs dans la cour de la direction régionale des douanes de Caille et au poste de Samé, dans la commune rurale de Diala, le gouverneur de la région de Caille lance officiellement les activités de contrôle visant le respect des mesures strictes du gouvernement pour l'application du décret du 12 septembre 2023. Les dernières mesures prévoient l'interdiction de la circulation des véhicules gros porteurs hors gabarit sur toute l'étendue du territoire national à partir de ce 1er avril 2025. La longueur c'est 16,50 m, la hauteur 4 mètres et la largeur 2,55 m. Donc tout véhicule qui ne respecte pas ces normes n'est pas éligible. Les chargeurs et transporteurs de Caille adhèrent à cette initiative gouvernementale. Nous les accueillons à bras ouverts. Nous sommes directement liés par cette mesure. Nous le saluons. Mais nous demandons aussi des mesures d'accompagnement. C'est une très belle initiative qui va préserver nos routes. Cela assurera une certaine longévité de nos véhicules. L'objectif final, c'est de préserver surtout nos routes. Nous investissons beaucoup dans la réalisation des infrastructures routières. Mais ces infrastructures routières n'auront de longue vie que lorsqu'elles sont bien entretenues, mais aussi les poids que les charges supportent doivent être aussi contrôlés et dimensionnés. Donc c'est dans l'intérêt de tout le monde que nous puissions observer ces mesures-là. Surtout que ces mesures-là sont en conformité avec les réglementations en vigueur dans l'espace UEMOA et aussi en conformité avec les normes internationales. Pour le contrôle des différents véhicules, la Direction régionale des transports de Caille bénéficie du concours du Centre national de promotion du volontariat qui a déployé 16 volontaires dans la région de Caille, dont 8 au poste frontalier de Diboli dans le cercle de Ambidedi et 8 autres au poste frontalier de Maïnamine dans le cercle de Kenyeba. Et c'est communiqué, l'état-major général des armées informe l'opinion que dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025, un aéronef sans pilote appartenant au FAMA s'est écrasé à proximité de Tinzawaten dans la région de Kidal. L'appareil était en mission ordinaire de surveillance du territoire dans le cadre des opérations de sécurisation des personnes et des biens. L'appareil a impacté une zone non habitée. Les dispositifs et protocoles de sécurité ont permis d'empêcher toute explosion de l'armement embarqué. La chute de l'appareil n'a causé aucun dommage aux personnes et aux biens au sol. Une enquête a immédiatement été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances de cet événement, identifier les causes et déterminer les responsabilités éventuelles. L'opinion sera tenue régulièrement informée des résultats de l'enquête. L'état-major général des armées rassure les populations que cet événement n'aura aucun impact sur la volonté et la capacité des FAMA à assurer leur noble mission de protection du Mali et des Maliens. L'état-major général des armées réitère sa gratitude au peuple malien pour le soutien massif et constant qu'il apporte aux FAMA qui se battent avec détermination et sacrifice, ce qui leur est le plus cher pour la défense de la patrie. Unis, nous vaincrons. Je l'annonçais également, bientôt une carte nationale hospitalière pour le Mali. Le ministère de la Santé et du Développement social, à travers l'Agence nationale d'évaluation et d'accréditation des établissements de santé, organise ainsi la toute première activité du plan d'action des États généraux de la santé. Les travaux se sont ouverts ce matin dans les locaux de l'INPS. On fait le point avec Koumba Sissi.
Quelques semaines après la remise officielle du rapport des États généraux de la santé, la prise en compte des recommandations issues de ces EGS commence à se concrétiser avec déjà comme première activité l'organisation d'un atelier sur la révision de la carte nationale hospitalière du Mali. La carte nationale hospitalière est un sous-ensemble de la carte sanitaire nationale. Elle concerne l'ensemble des établissements hospitaliers, qu'ils soient publics ou privés. Dans la même veine, la carte nationale hospitalière détermine la catégorie de classement de chaque établissement hospitalier, les limites géographiques des zones de couverture administrative de chaque établissement hospitalier et pour chaque établissement hospitalier, la nature et l'importance des installations et des compétences nécessaires pour répondre aux besoins de la population. Avec l'amélioration du système de santé au Mali, certaines insuffisances ont été constatées au niveau de l'ancienne carte, d'où la nécessité de sa révision. La carte nationale hospitalière peut être révisée si nécessaire une fois par an. Elle l'est obligatoirement tous les 5 ans après avis de la Commission nationale hospitalière. La première carte nationale hospitalière a fait l'objet de révision en 2016. La mise en œuvre de la dite carte hospitalière a relevé certaines insuffisances lors des évaluations, notamment celle de la qualité des soins au niveau des établissements de santé. Aussi, l'article 25 de la loi d'orientation sur la santé modifiée prévoit que les établissements publics hospitaliers des chefs-lieux de district sanitaires assurant les fonctions de première référence technique telles que définies dans la politique sectorielle de santé soient dénommés hôpitaux de district sanitaire. Ce nouveau type d'établissement public hospitalier de première référence n'est pas pris en compte par la carte nationale hospitalière. La réalisation d'hôpitaux de 4e référence en vue par les plus hautes autorités doit être prise en compte dans la carte nationale hospitalière. Une fois révisée, la nouvelle carte nationale hospitalière doit couvrir la période 2025-2029. Elle va définir les normes applicables aux établissements publics et privés. À ce titre, elle devient un document normatif de référence pour les décideurs en vue du développement harmonieux du secteur hospitalier et pour les évaluateurs dans le processus d'évaluation des établissements de santé. L'ouverture des travaux de l'atelier de la révision de la carte nationale hospitalière du Mali a été couplée à la présentation des vœux à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Fitr à l'ensemble des acteurs de la santé. Signature de protocole d'entente entre l'ORTM et l'UNICEF, les deux structures qui travaillent ensemble depuis des décennies décident de consolider davantage leur partenariat en renforçant l'accès des enfants du Mali aux médias d'État. Ainsi, l'ORTM et l'UNICEF, à travers l'exécution de ce protocole, vont intensifier la sensibilisation et mettre en place de nouvelles stratégies à travers des émissions de production visant à promouvoir l'accès des enfants dans la création et la diffusion du contenu médiatique. Le point de la signature de convention avec Aridjou Matina et Abdoulaye Diarra. Partenaires de longue date, l'ORTM et l'UNICEF vont continuer à cheminer ensemble pour assurer davantage la protection et le bien-être des enfants du Mali. Les deux structures viennent de renouveler leur partenariat à travers cette cérémonie. L'ORTM, dans sa mission de service public où chacun compte, va poursuivre et renforcer l'accès des enfants du Mali aux médias afin qu'ils soient des acteurs à part entière dans la création et la diffusion du contenu médiatique. Le présent protocole d'entente appuie la vision stratégique sur la place des enfants maliens dans le programme ainsi qu'une amélioration de la qualité de nos productions sur les enfants. Investir dans les enfants, c'est assurer le développement du Mali de demain. Je demeure convaincu que le renouvellement du protocole qui nous lie contribuera à inscrire résolument notre coopération dans une nouvelle dynamique, plus porteuse d'actions susceptibles de hisser davantage notre partenariat au niveau de nos ambitions en contribuant au bien-être des enfants du Mali. Depuis longtemps, l'UNICEF se réjouit de sa collaboration avec l'ORTM. Un partenariat axé sur de nombreux programmes, notamment dans le domaine de la production médiatique, ainsi que sur des projets innovants visant à favoriser le changement social. Ça fait plus de 30 ans, en tout cas, que nous cheminons ensemble. L'influence de l'ORTM va bien au-delà du simple reportage.
elle constitue un véritable catalyseur pour l'éducation et l'évolution des comportements. Grâce à vos programmes, vous avez sensibilisé les familles aux droits de l'enfant, à la santé et à l'éducation. Vous avez mentionné tantôt le feuilleton La langue et les dents que nous avons lancé ensemble. Vous avez suscité des débats qui remettent en question les normes et inspirent l'action. L'UNICEF a toujours été un partenaire précieux dans l'accompagnement des médias, notamment à travers le renforcement des capacités des journalistes et l'appui à la production de contenus de qualité. Aujourd'hui, avec cette nouvelle convention, nous consolidons cette synergie afin d'élargir encore davantage l'impact de nos actions. Je tiens à saluer l'engagement des équipes de l'ORTM et de l'UNICEF. Je formule le vœu que ce partenariat continue de porter ses fruits et contribue à bâtir un Mali où chaque enfant a la possibilité de grandir dans la dignité, la sécurité et l'épanouissement. Le renouvellement de ce protocole d'entente permettra de consolider le bien-être des enfants en leur donnant plus de visibilité afin d'assurer leur plein épanouissement. La Direction nationale du travail est dans la dynamique de vulgarisation de l'arrêté du 5 juillet 2024 portant établissement de la liste des travaux légers autorisés aux enfants de 13 à 14 ans. C'est dans ce contexte que le directeur de la cellule nationale de lutte contre le travail des enfants a organisé une conférence de presse sur cette décision gouvernementale. L'objectif était d'informer les hommes de médias sur le processus de plaidoyer en cours au niveau des organisations de la société civile dans le cadre du projet Agir contre le travail des enfants. Compte rendu, Djemba Moussa Konati. Selon une enquête de l'Institut national de la statistique menée en 2020 avec l'appui du Bureau international du travail et du ministère du Travail, plus de 2 millions d'enfants subissent le travail des enfants dans notre pays. Parmi ces travaux, il y a les dangereux et ceux légers. C'est au regard de l'ampleur du phénomène que le ministère du Travail a signé en 2024 l'arrêté portant la liste des travaux légers autorisés aux enfants de 13 à 14 ans. Cette conférence de presse vise à expliquer aux journalistes et influenceurs les raisons qui ont amené la prise de cette décision et à leur présenter la liste des travaux légers autorisés aux enfants de 13 à 14 ans. Les travaux légers qui nous concernent aujourd'hui constituent des activités ou des tâches qui ne nécessitent pas une longue période de travail pour l'enfant. Ensuite, qui ne puissent pas porter atteinte à la santé physique et mentale de l'enfant, mais aussi qui ne puissent pas empêcher l'enfant d'aller à l'école. Donc, une fois que ces conditions-là sont réunies autour d'une tâche, on qualifie cette tâche de travail léger et qui est autorisé aux enfants de 13 à 14 ans. Donc avant cet âge, on ne peut même pas faire le travail léger. Les conférenciers estiment que les enfants sont autorisés à faire des travaux de socialisation. Il s'agit de cadrer la mise en œuvre de ces activités pour éviter les pires formes de travail des enfants. Les branches d'activités comme l'agriculture, l'élevage, la pêche et la pisciculture, l'orpaillage, l'artisanat et le commerce sont concernés par cette décision. La base du travail des enfants, il y a certes la désinformation, l'analphabétisme, mais la pauvreté est la base. Donc du coup, si l'enfant aussi arrive à faire quelque chose qui peut lui permettre de se développer, d'être un bon citoyen, d'être un bon travailleur, je crois que ça ne fait qu'aider aussi la communauté et de faire avancer les pays. Le Mali s'est engagé en ratifiant les conventions internationales numéro 138 et 182 de contribuer aux efforts mondiaux de protection des droits des enfants, tout en garantissant qu'ils ne soient exposés à des travaux dangereux, préjudiciables à leur développement. Lors de cette conférence de presse, il a été rappelé aux journalistes que l'adoption de cet arrêté vient compléter, voire faciliter la compréhension et l'application de cette décision en vigueur depuis 2009 et actualisée en 2017. Le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a procédé vendredi dernier au lancement du projet de renforcement pour la mise en œuvre de certaines conventions relatives à l'utilisation des produits chimiques. Pour une durée de 3 ans, le projet en question vise à donner une réponse appropriée à la gestion de ces produits dans les zones minières. Reportage Sogona Kamisoko. L'utilisation des produits chimiques dans l'orpaillage nuit à l'environnement.
Pourtant, selon le premier rapport produit par le Mali sur la question, 260 000 kg de mercure sont utilisés annuellement dans l'orpaillage au Mali. C'est pour y faire face qu'a été initié ce projet de renforcement du Mali à mettre en œuvre certaines conventions, des conventions destinées à réglementer leur utilisation. En réponse à cette situation, le Mali a adopté en 2020 un plan d'action national pour l'extraction minière artisanale et à petite échelle d'or, conformément aux recommandations de la Convention de Minamata. Afin de renforcer nos capacités dans la mise en œuvre des conventions internationales sur les produits chimiques et les déchets, notre gouvernement a sollicité et obtenu un financement du programme spécial du PNIE lors de son 6e appel à candidature. L'initiative est soutenue par le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Selon son représentant, Félix Herzog, qui est intervenu en ligne, a réitéré l'engagement de son organisation à accompagner toute action susceptible d'emprunter la voie d'un avenir plus durable et sans pollution. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au secrétariat du Programme des Nations Unies pour l'environnement pour son accompagnement technique et financier dans la mise en œuvre de ce projet. L'objectif principal de ce projet est de renforcer les capacités institutionnelles du Mali dans la gestion des produits chimiques et des déchets en alignement avec les stratégies nationales de développement. Ce projet, faut-il le souligner, intervient dans toutes les zones aurifères du Mali et ce pour une durée de 3 ans. Lutte contre les effets néfastes du changement climatique au Mali, la coopération allemande et le projet refroidissement de l'ozone et du climat en Afrique de l'Ouest et centrale ont remis un important don à la Direction nationale de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances. Il est composé des climatiseurs de dernière génération. Bruma Diallo et Abou Koné étaient présents à la cérémonie de remise. La protection de l'environnement et du climat est un devoir pour tout individu et cette remise de dons du projet refroidissement de l'ozone et du climat en Afrique de l'Ouest et centrale, ROCA, n'a d'autre but que de consolider les acquis de la Direction nationale de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances et de ses partenaires dans leur lutte contre les effets néfastes du changement climatique au Mali. C'est plus de 70 climatiseurs qui ont été offerts par la coopération allemande à travers le projet ZZ au Mali. Ce projet vient à point nommé pour pouvoir prendre en charge les problématiques du ministère de l'Environnement, de l'assainissement et du développement durable. Il est une exigence au Mali de réduire de façon drastique ces émissions de gaz à effet de serre. Cette initiative qui vise à atténuer les effets néfastes du changement climatique a été possible grâce à l'engagement des partenaires techniques et financiers. Le refroidissement de bâtiments est un besoin essentiel, notamment dans les pays africains. Nous en avons besoin pour conserver les aliments, les médicaments et pour pouvoir travailler dans une température agréable. Les bénéficiaires se réjouissent de l'initiative et pensent qu'elle sera pérennisée pour le grand bonheur d'une humanité paisible. Nous remercions le projet Euroca de nous avoir fait confiance. On est très ravis de l'accueil de ces climatiseurs. J'espère bien que ce sera une grande première et ça va continuer. Le projet Euroca, cofinancé par l'Union européenne et le ministère fédéral de la coopération économique et du développement, et mis en œuvre par la GIZ, contribue à la transition vers des technologies plus durables en matière de refroidissement. Je tiens à saisir cette occasion pour exprimer au nom des plus hautes autorités du Mali notre profonde gratitude pour l'appui constant et multiforme de la République fédérale d'Allemagne à notre pays. La signature d'un accord entre l'État malien et les partenaires a été aussi l'une des actions fortes de cette cérémonie. Plus de 12 milliards de francs CFA, c'est le montant de la deuxième phase du FACEJ, Fonds d'appui à la création d'emplois par les jeunes. Après la première phase, les travaux de la deuxième s'ouvrent pour 4 ans. Une phase qui va toucher 1500 entreprises dans 8 régions du Mali. Les orientations ont été déclinées ce matin ici à Bamako au cours du premier comité consultatif. C'était en présence de notre reporter Djemoko Konate. Les jeunes au cœur des priorités de l'action gouvernementale. Une des résolutions des Assises nationales de la refondation
qui vient étayer une vision présidentielle, celle de contribuer à l'autonomisation de la cible à travers la création d'emplois. Après une première phase bien réussie, s'ouvre la deuxième du FACEJ, Fonds d'appui à la création d'emplois par les jeunes. Il s'agit, à travers ce comité consultatif, de décliner les orientations. On a un dispositif au niveau du siège ici qui est composé de 8 experts principaux. On a un dispositif de ce qu'on appelle les coordinateurs de région dans chacune de ces régions-là et des facilitateurs qui sont des bureaux d'études qui vont nous aider pour identifier les jeunes mais aussi les accompagner pour accéder au financement. Pour cette deuxième phase qui s'étend sur 4 ans, les acteurs tablent sur une bagatelle de plus de 12 milliards de francs CFA. Elle touchera 1500 entreprises dans les régions de Sikasso, Mopti, Tombouctou, Kita, Bougouni, Dioula, Koutiala et San. Déjà pour cette année 2025, le fonds prévoit le financement de 665 entreprises. Notre contribution, effectivement, c'est accompagner les jeunes à pouvoir s'épanouir, à réduire la pauvreté, à créer de l'emploi et à payer des impôts pour pouvoir aussi aider d'autres jeunes. Le fonds d'appui à la création d'emplois par les jeunes est soutenu par le département de tutelle, car s'inscrivant dans la stratégie nationale de l'entrepreneuriat. Occasion pour le ministre de décliner les innovations faisant la particularité de cette deuxième phase. Notamment le renforcement du rôle des coordinateurs territoriaux, la responsabilisation accrue des institutions financières partenaires dans l'octroi et le recouvrement des crédits. L'intégration des technologies vertes et des solutions durables, l'augmentation du nombre de femmes entrepreneurs, y compris celles issues de l'informel. À titre de rappel, la première phase a financé plus de 1800 entreprises, dont 38% portées par les femmes, créant ainsi 6400 emplois directs. Cependant, la fausse note demeure la timidité du remboursement des fonds perçus. Pour inverser la tendance, le ministre demande une revue des mécanismes de suivi et évaluation. Les consommateurs maliens réitèrent leur pleine adhésion au prélèvement sur les recharges. Ils désapprouvent en revanche la facturation des répondeurs. C'est ce qui ressort d'une conférence débat tenue à l'occasion de la Journée mondiale des consommateurs, une journée célébrée sous les thèmes « Rôle des associations des consommateurs au Mali ». Nous retrouvons Tiamoko Konate. Nette amélioration de la fourniture d'électricité au Mali depuis environ 1 mois. Concrétisation d'un engagement présidentiel salué à l'unanimité. Il s'agit d'une avancée significative que les autorités doivent au prélèvement en cours sur les opérations de recharge téléphonique et de transactions. Des taxations dont les mérites constituent le centre d'intérêt de cette conférence débat, marquant la célébration de la Journée internationale des consommateurs. Tout pays où l'énergie ne marche pas, ce pays va à volo, il n'y a pas de doute. Tout est lié à l'énergie. Alors à ce moment-là, nous avons donné notre caution à l'État. Il s'agit de gérer la crise énergétique. Donc, ils ont entièrement notre soutien. On va les accompagner. L'occasion est donnée maintenant, aujourd'hui, pour l'exprimer. On leur avait promis qu'on va se réunir pour lancer l'appel officiel à tous les Maliens d'accompagner cette transition pour que nous puissions arriver à bon port. L'esprit qui est posé, il est réel, c'est pour la nation. En revanche, les associations des consommateurs désapprouvent la facturation des répondeurs par les réseaux de téléphonie mobile. Selon Dr Traoré, la légitimité du combat engagé dans ce sens depuis 2009 ne souffre d'aucune ambiguïté, faisant référence à une résolution de l'UIT, l'Union internationale des télécommunications. L'Union internationale des télécommunications, qui est la première agence onusienne, ils sont clairs. Il y a même une recommandation qu'on appelle la recommandation 204, qui est bien claire, qui dit le répondeur c'est interdit, c'est pas faisable, c'est du vol. Nous avons quoi notre combat dans ce sens-là. Ils ont été condamnés à payer 160 milliards à l'État. Ça a été fait. Toutefois, la pratique continue, précise-t-il, annonçant l'ouverture prochaine par les juridictions compétentes d'un autre procès sur la même question. Un arrêt de notre Cour suprême n'est pas le respecter, mais tu manques à tout le peuple malien. Donc on va aller en récidive parce que la pratique continue. Ce qu'ils ont payé à l'État là, mais ne vous en faites pas, ils n'ont rien payé du tout. 173 milliards, ils ont tout récupéré depuis 2021 à 2022 maintenant. Pour rappel, la Journée internationale des consommateurs est célébrée chaque année le 15 mars. Elle a été décalée cette année au 26 pour rendre hommage aux combattants pour l'avènement de la démocratie.
En troisième région, Wildaf Mali et son partenaire financier, l'ambassade de la Grande-Bretagne au Mali, ont procédé à la remise de kits d'équipement et d'attestation à des femmes et jeunes filles formées dans les métiers porteurs. La valeur est estimée à plus de 70 millions de francs CFA. Compte rendu, Djenebou Modibo Diarra et Taïrou Konaté. Elles sont 60 femmes et jeunes filles artisanes de la paix des cercles de Sikasso, Kadiolo, Kolondjeba et Denderesso à bénéficier de ces kits d'activités génératrices des revenus, après leur formation sur les métiers porteurs comme la saponification, la restauration, la coiffure et la transformation agroalimentaire. L'initiative est de l'ONG Wildaf Mali avec l'appui financier de l'ambassade de la Grande-Bretagne. Ces femmes bénéficiaires recevront en cette journée des kits de première installation et 4 chèques GA pour la mise en œuvre des métiers appris en vue d'assurer leur autonomisation et améliorer leurs conditions de vie. Estimée à plus de 70 millions de francs CFA, cette donation est une première de l'ONG Wildaf en région de Sikasso. Elle permettra de renforcer les capacités de résilience des femmes de la région et promouvoir leur autonomisation. Nous sommes entièrement satisfaites et reconnaissantes pour votre soutien en matériel et des formations sur des thèmes nous permettant de mieux comprendre et de mener à bien nos activités, notamment notre rôle fondamental dans la consolidation de la paix, la sécurisation de nos localités, la culture du vivre ensemble, qui est le sous-bâtiment de tout développement social, économique et culturel. À travers la remise de kits, nous souhaitons encourager et soutenir les femmes et les jeunes à devenir des artisans de la paix, des acteurs du changement de la résilience communautaire. Ces kits représentent plus qu'un appui matériel. Ils sont un levier pour permettre à chacun d'exprimer son potentiel, de développer son autonomie et de participer à la construction d'un environnement plus apaisé et prospère. La cérémonie a été marquée par la remise symbolique d'équipements et de chèques géants aux bénéficiaires qui, à leur tour, ont décerné un chiwara à Mme Diko Boy Diallo pour tous ses efforts en faveur de la promotion des femmes. Et c'est communiqué des associations et organisations professionnelles de la presse suite à l'appel à candidature de la ACA. Les organisations professionnelles de la presse disent avoir appris par voie de presse et sur les réseaux sociaux un appel à candidature portant sur l'attribution de 113 fréquences radio et 15 autorisations TV. Face à la situation, les organisations professionnelles de la presse appellent les plus hautes autorités du pays à s'impliquer pour trouver une issue favorable. Les organisations professionnelles de la presse réaffirment leur détermination à défendre les intérêts vitaux des médias, garant d'une information libre et indépendante au service d'un Mali stable, sécurisé et en paix. Tenue ce matin au Burkina Faso de la première session ordinaire du conseil d'administration du secteur ministériel de l'année 2025 du département en charge de la communication. Il est question de faire le bilan des activités réalisées durant l'année écoulée. Il s'agira en outre d'évaluer les choix budgétaires opérés. L'ouverture des travaux avec Nongoba Kouda et Bienvenue Taonsa. Les contraintes budgétaires, principales difficultés au département de la communication, de la culture, des arts et du tourisme, même si elles n'entament pas l'efficacité et la détermination des collaborateurs. Le rapport d'activité de l'année 2024 fait ressortir un taux physique de réalisation de 90% et il est attendu cette année des résultats beaucoup plus probants. Les orientations du chef de l'État sont très claires. Aujourd'hui, nous sommes appelés au niveau des différents départements ministériels à travailler en sorte que les résultats puissent être perceptibles, puissent impacter véritablement le quotidien de nos populations. Nous voulons réorienter nos activités vers des actions beaucoup plus impactantes. Dans un contexte de lutte contre le terrorisme et de quête de la souveraineté totale, grands sont les défis pour le secteur de la communication, des défis en lien avec notamment l'amélioration des indicateurs en matière de communication de guerre. Il est important pour notre département, qui a également en charge la communication gouvernementale, de travailler bien sûr à mener des activités s'inscrivant dans le cadre de la communication de guerre.
Ensuite, au niveau du secteur de la culture, nous avons également d'importants défis. Vous savez qu'aujourd'hui, nous voulons nous appuyer véritablement sur nos valeurs traditionnelles, nos valeurs culturelles, pour refonder l'État du Burkina Faso. Grandes sont les ambitions également pour le secteur du tourisme. Outre l'intensification des initiatives en faveur de la promotion du tourisme interne, il faut mener la réflexion pour attirer davantage de visiteurs étrangers. Ouverture à Niamey de l'atelier régional de formation des responsables financiers et coordinateurs sur la revue stratégique à mi-parcours du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger. Cet atelier a regroupé les représentants des 9 pays membres de l'autorité du bassin du Niger. Compte rendu Ramatou Adamou Hali et Hassan Moussa. Cet atelier régional portant sur la revue stratégique à mi-parcours du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger a pour entre autres objectif de s'assurer de la production des données de synthèse technico-financières. Il s'agit également de préparer et d'éditer la correspondance des plans, mais aussi d'analyser et de valider la correspondance des plans d'action. Le PIDAC est un programme d'investissement pour le développement, des activités communautaires ciblées et des infrastructures à but multiple pour le développement et la résilience des populations et des écosystèmes, contribue à financer des actions à but non lucratif, doit réviser son système comptable pour s'adapter à ce nouveau référentiel ayant pour but de présenter les états financiers de la situation de la trésorerie et afin de répondre aux besoins de l'ensemble des utilisateurs de ces informations. Cet atelier de formation vise à aligner le paramétrage du logiciel avec le nouveau référentiel SysBNL qui est entré en vigueur en janvier 2024 et à produire des rapports financiers consolidés tant sur le plan technique que financier en tenant compte de nouveaux formats contenant des nouvelles catégories du financement du Fonds vert pour le climat. Le coordonnateur du PIDAC appelle les participants à plus d'assiduité et d'abnégation afin d'atteindre les objectifs fixés au cours de ces assises. Ainsi, durant 2 semaines, les experts comptables et coordonnateurs issus des 9 pays de l'autorité du bassin du Niger ABN auront à prendre des décisions qui constitueront des réponses aux attentes de l'ABN. Je vous rappelle que le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop est arrivé ce matin à Moscou. Il participe les 3 et 4 avril prochains à la première session des consultations AES-Russie, une volonté commune des chefs d'État de la Confédération AES et de la Fédération de Russie de renforcer le partenariat bilatéral et le dialogue politique, et cela afin de répondre aux aspirations profondes des populations de l'espace. Le rendez-vous de Moscou constitue une étape importante dans l'établissement des relations de coopération dynamique et stratégie conformément à la feuille de route de l'an 1 de la Confédération AES sous la présidence malienne. À son arrivée dans la capitale russe, le ministre Diop a été accueilli par la directrice adjointe du département de coopération avec l'Afrique au ministère russe des Affaires étrangères. Il sera rejoint par ses homologues du Burkina Faso et du Niger. A précisé que la réunion se tient sur invitation du ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov. Nous en reparlerons dans nos futures éditions avec nos envoyés spéciaux Bourama Traoré et Sidiki Balou.
L'environnement d'investissement est bien sécurisé au Mali. Toute personne physique ou morale de nationalité malienne ou étrangère peut sans problème investir sur les territoires de la République du Mali. Les conditions d'investissement sont définies par la loi 016 du 27 février 2012 portant code d'investissement. Au sens du présent code, précisément en son article 29, l'État du Mali donne son accord aux investisseurs au besoin. C'est ce qu'on appelle l'arbitrage d'investissement. Il s'agit ici de régler un différend qui opposerait un État et un investisseur par une justice privée. L'arbitrage d'investissement dans la chronique judiciaire avec Garibou Pérou et Tchadja Kamara. À côté de la justice classique, nous avons un mode privé de dénouement des litiges, auquel mode les parties en relation d'affaires consentent de soumettre leurs litiges à l'arbitrage. L'arbitre n'est pas magistrat, il est professionnel de droit capable de trancher les litiges. Il y a ce qu'on appelle l'arbitrage institutionnel. Cet arbitrage se déroule sous les auspices d'une institution, alors créée à cet effet, donc qui a son règlement et qui va prêter son cadre à l'exercice alors de cet arbitrage. Maintenant, à côté de l'arbitrage institutionnel, il existe aussi ce qu'on appelle l'arbitrage ad hoc. Là, c'est quand l'arbitrage se déroule sans l'appui d'une institution en la matière. Maintenant, par rapport au mode d'arbitrage, il y a d'abord l'arbitrage interétatique, qui a comme partie deux États. Il y a ensuite l'arbitrage commercial, qui a également comme partie deux opérateurs privés. Et troisième arbitrage qui est l'arbitrage d'investissement et qui a comme partie l'État et un investisseur, le plus souvent investisseur étranger, donc personne privée étrangère. Quand vous prenez le Code des investissements du Mali, en son article 29, il est donné la possibilité à l'investisseur, bien sûr en cas de mésintelligence avec l'État, de pouvoir saisir les tribunaux arbitraux pour le dénouement de leur litige. Aussi, quand vous prenez le code minier de 2023, la dernière version, il est également prévu à l'article 217 la possibilité pour l'investisseur minier, donc en cas de contentieux, de pouvoir saisir également un tribunal arbitral pour le dénouement du contentieux avec l'État. Prévu dans le code d'investissement et considéré comme arbitrage mixte, l'arbitrage d'investissement a une particularité. Nous avons une personne privée étrangère contre l'État qui est une personne morale de droit privé et de surcroît une personne souveraine. La particularité se situe également au niveau de l'intervention dans la procédure d'une tierce personne qu'on appelle l'ami de la justice, l'amicus curia. Cette intervention n'existe pas dans les autres modes d'arbitrage que j'ai cités. Et aussi, il faut reconnaître que quand l'État, bien sûr, est en procédure d'arbitrage, c'est pour la défense de l'intérêt général. Donc, à partir de là, il peut y avoir également des impacts sur le budget de l'État. C'est-à-dire une éventuelle condamnation de l'État, on le sait, les condamnations à des dommages et intérêts dans ce domaine, sont constituées de sommes très importantes et donc qui peuvent avoir des répercussions aussi sur le budget de l'État. Pourquoi l'État, malgré ses pouvoirs, se soumet à une justice privée et payante? Vous imaginez en cas de litige entre les deux, et quand on va demander à ce que la justice de l'État puisse statuer sur le problème, alors il y a un risque de partialité, ou en tout cas une suspicion de partialité qui peut apparaître. Donc ce qui ne rassure pas du tout l'investisseur, parce que l'État va se retrouver en ce moment à la juge et partie à la fois. Maintenant, quand on va demander également à ce que le litige soit soumis à la justice du pays des nationalités de l'investisseur, le même risque de suspicion existe de partialité. Donc en ce moment-là, l'arbitrage va apparaître comme étant un terrain neutre sur lequel ni l'État d'accueil, ni l'État de nationalité de l'investisseur ne va avoir d'influence. Donc ce qui va rassurer en quelque sorte une certaine impartialité et une certaine satisfaction par rapport à la décision qui va être rendue. Et vous imaginez quelqu'un qui vient investir beaucoup d'argent et qui n'est pas rassuré comme quoi en cas de litige, la justice va être rendue comme il se doit. Donc maintenant, si l'État, malgré ses pouvoirs, accepte de se soumettre alors à une justice privée, cela constitue une véritable assurance pour les investisseurs.
La décision rendue par l'arbitre s'appelle la sentence arbitrale. Une fois rendue, cette sentence bénéficie de l'autorité de la chose jugée. Pour que la sentence acquiert force exécutoire, il faut que cette fois-ci, un magistrat classique vérifie la sentence arbitrale avant de délivrer ce qu'on appelle une ordonnance, une sorte de visa donné par un juge malien à une décision étrangère pour qu'elle puisse s'appliquer au Mali. Cri pendulaire est un recueil de poésie écrit par notre confrère Feu Adam Thiam. 4 ans après son décès, les éditions Coris Livre ont décidé de rééditer ses poèmes afin de rendre hommage à cet éminent journaliste. Le poème est préfacé par le professeur Djonkouda Traoré. Et c'est ce qui met un terme à cette édition que nous avons eu le plaisir de vous présenter. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain 20h, s'il plaît à Dieu.